Alors que la guerre en Ukraine atteint une phase décisive, les dirigeants européens ont durci leur rhétorique cette semaine. Un commentaire en particulier a suscité une réaction furieuse du Kremlin et des déclarations potentiellement inquiétantes du président russe Vladimir Poutine. Lors d'une interview approfondie avec le journal flamand de Morgen, le ministre belge de la Défense et du Commerce extérieur, Theo Franken, a déclaré que si la Russie frappait Bruxelles avec des missiles, la réponse serait décisive. Pour le citer, nous raserions Moscou. Cette déclaration a fait la une dans toute l'Europe, poussant Theo Franken à clarifier ses propos sur X. Regardons de plus près ce qu'il a dit, la réaction de Moscou et ce que cela implique pour l'avenir de la guerre. Theo Franken a utilisé des mots flamands signifiant « Nous l'effacerons de la surface de la Terre » pour décrire la réponse de l'OTAN à une attaque de missiles russes sur Bruxelles. Cependant, Google Traduction et DeepL traduisent avant tous deux « Nous raserions Moscou ». On comprend d'où la controverse peut venir, quelle que soit la traduction. Franken a répondu à une question sur sa crainte que Poutine lance un jour un missile non nucléaire sur Bruxelles. Non, a-t-il répondu, car cela viserait l'OTAN et nous détruirions Moscou. Ou encore, l'effacer de la surface de la Terre, selon ce que vous préférez. Ralph Likens a insisté, demandant « Êtes-vous sûr que Trump respectera l'article 5 de l'OTAN ?» En évoquant Donald Trump, Franken semblait s'agacer. En Europe, le parti pris contre le gouvernement américain est incroyable. Pourquoi ne le ferait-il pas? Likens a ensuite posé des questions sur les commentaires faits par Trump en juin de cette année lors du sommet de l'OTAN. Lorsqu'on lui a demandé si les États-Unis respecteraient leurs engagements au titre de l'article 5 pour rejoindre le combat si des membres européens de l'OTAN étaient attaqués, Trump aurait répondu « Cela dépend de la définition. Il existe plusieurs interprétations de l'article 5, Trump n'a pas tort, la clause est flexible. Les partis reconnaissent qu'une attaque armée en Europe ou en Amérique du Nord contre l'une d'elles sera considérée comme une attaque contre toutes. Et, par conséquent, elles conviennent que si une telle attaque armée se produit, chacune d'elles assistera là où les partis ainsi attaqués, en prenant immédiatement, individuellement et de concert avec les autres partis. Toute mesure jugée nécessaire, y compris la force armée pour rétablir et maintenir la sécurité dans la zone de l'Atlantique Nord, précise l'article. Cette déclaration permet aux nations d'éviter une implication militaire directe si elles le souhaitent. Cependant, Franken se moque de l'idée que les États-Unis ne rejoindraient pas l'OTAN pour répondre à une attaque russe contre Bruxelles par une force militaire écrasante. Le président Trump fait souvent des remarques étranges, a-t-il répondu. Il faut savoir les interpréter. Il a affirmé que l'Amérique soutiendrait pleinement ses alliés de l'OTAN. Un missile de croisière sur Bruxelles, c'est évident. Quelle que soit la définition, Huston ne le fera pas non plus. Il faisait référence à des commentaires faits plus tôt dans l'entretien. Interrogé sur le risque que la livraison de missiles Tomahawk à l'Ukraine représente le tournant dramatique évoqué par le Kremlin, Franken a rejeté cette affirmation. Poutine a tenu le même discours quand la Finlande et la Suède ont adhéré à l'OTAN, et quand nous avons livré chars, missiles, F-16. La leçon est de ne pas céder à la menace. Au départ, nous avons hésité à agir en Ukraine par peur de la réaction de Poutine. Nous avons prolongé la guerre car de nombreuses lignes d'approvisionnement passent par la Russie. Il faut les attaquer, comme nous le faisons enfin. C'était une ligne rouge pour Poutine. Mais il n'a rien fait. Il sait que l'usage d'armes nucléaires effacerait Moscou. Alors la fin du monde se rapproche. Eh bien, il est certain que la Russie a menacé d'escalade, y compris l'utilisation d'armes nucléaires, en réponse à chacune des escalades mentionnées par Franken. La Russie a parfois relevé les enjeux après certaines d'entre elles. Les frappes russes sur les infrastructures énergétiques et gazières ukrainiennes, provoquant des coupures de courant et de gaz, ont commencé après l'attaque ukrainienne du pont de Kerch, reliant la Crimée à la Russie en octobre 2022. Les attaques ont augmenté à l'été 2025, en réaction à la hausse des frappes ukrainiennes sur les raffineries russes. Durant cette période, la Russie a aussi intensifié les enjeux, du moins selon les Russes. Après que les États-Unis et le Royaume-Uni ont autorisé l'Ukraine à utiliser respectivement les missiles Army Tactical Missile System et Storm Shadow pour frapper des cibles militaires sur le territoire russe en novembre 2024. L'Ukraine s'est presque immédiatement exécutée, frappant un dépôt d'armement dans la région de Bryansk, en Russie, le 9 novembre. La Russie a utilisé pour la première fois le missile balistique Oreshnik contre Dnipro, le 21 novembre. Le missile, ou plutôt les missiles, ont frappé Pivdenmach, également connu sous le nom de Yuzhmak, une grande entreprise de défense ukrainienne dans la ville, engagée depuis longtemps dans la production de missiles et de fusées. Ce geste a été largement perçu en Occident comme un avertissement, plutôt qu'une véritable escalade cinétique.
Les images de la frappe ressemblent à quelque chose tout droit sorti d'un film d'action. 6 salves de 6 missiles se déplaçant à des vitesses extrêmes traversent les nuages et frappent la même zone en quelques secondes. Les images satellites ont révélé seulement quelques trous profonds dans le toit de l'entreprise, suggérant des dégâts minimes et l'absence d'explosion après l'impact des missiles. Poutine a affirmé que la frappe de missiles avait été un test sans ogive, ce qui semble plausible au vu des preuves. La Russie affirme que ces missiles atteignent Mach 10, 12 345 km/h, les rendant impossibles à intercepter par les défenses aériennes de l'OTAN comme le Patriot. Même sans ogive, le missile a atteint 4000 degrés Celsius. Si c'est vrai, l'Oreknik, signifiant noisetier, serait un météore artificiel. Il traverserait des couches de béton fortifié sans explosion, selon Poutine. Fait révélateur, aucune image des étages de l'usine située directement sous la frappe n'a jamais été rendue publique. Si ces caractéristiques s'avèrent en vrai, un seul missile multiple Oreshnik équipé de grosses ogives pourrait, en théorie, causer autant de dégâts qu'une arme nucléaire tactique, mais sans la radiation qui en découle. Beaucoup d'analystes occidentaux doutent de la puissance et de l'effet dissuasif du missile, contrairement aux propos de Poutine. Néanmoins, en juin, Poutine a annoncé que la production en série du dernier système Oreshnik était en cours et qu'il pourrait également être déployé en Biélorussie. Le 28 octobre, au lendemain de l'interview de Franken, d'autres nouvelles sur l'Oreshnik sont parues. Natalia Eismon, porte-parole du président biélorusse, Alexandre Loukachenko a annoncé que la Biélorussie déploierait le nouveau système de missiles hypersoniques à portée intermédiaire Oreshnik de la Russie en décembre, les préparatifs pour le déploiement étant presque terminés. D'autres informations sur les armes russes et leurs avancées ont aussi émergé depuis l'interview, comme nous le verrons plus tard. Certainement, en plus de son rejet de la menace de frappe de missiles russes sur Bruxelles en raison de la crainte de la réaction de l'OTAN. Franken n'est pas de ceux qui considèrent l'armée russe comme ce que Trump a moqueusement appelé un tigre de papier. L'intervieweur l'interroge pour savoir s'il pense que l'engagement des membres de l'OTAN à porter leurs dépenses de défense à 5% du produit intérieur brut au cours de la prochaine décennie est absurde, ce avec quoi il n'est pas d'accord. La norme est de 35% pour la défense et de 15% pour les investissements dans les infrastructures et la résilience. Ce n'est pas excessif. Nous dépensons déjà 2% pour la défense et 15% pour les investissements. Mais nous avons 10 ans pour augmenter cela. L'OTAN ayant déjà davantage de systèmes d'armes que la Russie, Franken a demandé combien il en faudrait encore. Il rejette l'idée que l'OTAN détient un tel avantage. Ce n'est pas vrai. Les Russes ont augmenté leur capacité. Leur économie de guerre fabrique 4 fois plus de munitions que toute l'OTAN. On ne peut pas comparer les budgets, car les Russes achètent bien plus avec la même somme. C'est pourquoi de nombreux économistes utilisent le produit intérieur brut en parité de pouvoir d'achat, pour estimer la taille des économies et les dépenses de défense nationale, au lieu du produit intérieur brut nominal classique. Le modèle parité de pouvoir d'achat suit les flux monétaires dans leur devise d'origine, pas en dollars américains. La Russie, 11e économie mondiale par produit intérieur brut nominal, reste loin derrière les États-Unis avec 2174 milliards de dollars. En 2024, selon le produit intérieur brut ajusté en parité de pouvoir d'achat, la Russie se classe comme la 4e plus grande économie mondiale, avec une estimation de 6 909 milliards de dollars en 2024. Ceux qui disent qu'il ne faut pas craindre les Russes se trompent. Ils sont une superpuissance avec une armée puissante et un grand esprit combatif. Ils ont remporté la Tchétchénie, dominé 10 ans la guerre en Syrie et restent actifs sur plusieurs fronts africains. L'Europe n'a pas de commandement central et hors le record à Strasbourg, aucune force prête à être déployée. Puis Franken prononce probablement l'affirmation la plus controversée de l'entretien. Liken a répondu à Franken en vantant les capacités militaires de la Russie, déclarant « Mais en Ukraine, les Russes ne passent pas », rétorque Franken, « parce qu'ils combattent l'ensemble de l'Occident. Les Ukrainiens combattent, grâce à nos armes, nos munitions et notre argent, sinon ils auraient déjà été submergés. » C'est un argument que Poutine et de nombreux autres responsables russes ont utilisé à plusieurs reprises pour justifier à la fois la nécessité de la guerre et les progrès laborieux de la Russie sur le terrain. Malgré plus de 280 milliards de dollars donnés à l'Ukraine depuis 2022, Franken estime que le soutien occidental reste insuffisant pour vaincre militairement la Russie. En Ukraine, nous ne pourrons pas vaincre militairement les Russes sans envoyer des centaines de milliers de soldats européens, ajoute-t-il. Je pourrais le proposer au Parlement, mais l'enthousiasme sera faible. Au lieu de cela,
Il pense qu'avec le temps, la façon de briser la Russie passe par des moyens économiques. Nous devons essayer de briser la Russie économiquement. Nous avons déjà réussi à le faire 3 fois au cours des 100 dernières années. Cela implique d'élargir les sanctions économiques et de couper leurs revenus pétroliers et gaziers, moteurs de leur économie de guerre. Ces derniers mois, l'Ukraine a ciblé un quart des raffineries de pétrole russe peu en profondeur, selon Franken. Cependant, il estime que les sanctions financières ou les frappes ukrainiennes sur les installations énergétiques russes n'ont pas encore permis d'atteindre cet objectif. D'après les rapports que je reçois de Moscou, Franken, le prix à la pompe a augmenté de 10%, mais à part cela, les affaires continuent comme d'habitude là-bas. Les pensions sont versées, cafés et magasins ouverts. Chaque jour, les mères de soldats passent à la télévision d'État pour exprimer leur fierté envers leurs fils morts, pour leur pays. Ne sous-estimez pas ce lavage de cerveau. Je ne crois pas que l'économie russe s'effondrera l'année prochaine. Mais nous devons continuer à leur mettre la pression. Ils ne croient pas non plus que les États membres de l'OTAN soient menacés par une invasion russe, même pas dans les États baltes. Cela est en grande partie dû à la supériorité aérienne de l'OTAN, en particulier grâce à ses avions de chasse F-35. Bientôt, nous aurons 600 F-35 en Europe. Les Russes en ont peur parce qu'ils ne peuvent pas les voir, a-t-il déclaré. Cependant, Franken est un fervent partisan d'un renforcement rapide des dispositifs de sécurité intérieure européens, en cas d'attaques asymétriques, comme par exemple une attaque russe contre le réseau électrique. Je ne pense pas qu'une guerre nucléaire bouleverserait soudainement nos vies, affirme-t-il. Si les Russes coupent notre électricité quelques heures ou jours, je ne veux pas devoir aller en magasin. Lors de la pandémie, le papier toilette manquait. Je ne peux pas attendre le réapprovisionnement dans ce cas. C'est pourquoi il garde chez lui un kit d'urgence avec eau, conserve, radio à pile, lampe de poche et bougies. Cela me permettra de tenir quelques semaines. Malgré sa réputation d'homme rationnel, Franken a suscité une réaction clairement contrariée du Kremlin. L'ambassade de Russie en Belgique a publié sur Telegram les propos défiants et irresponsables d'un des principaux faucons belges. Avec des prévisions d'attaques de missiles russes sur Bruxelles et des menaces d'effacer Moscou de la carte du monde, cela ne mériterait guère notre attention en raison de leur caractère absolument anormal et de leur totale déconnexion de la réalité. Comme on dit, la folie devenait de plus en plus forte. Comme expliqué, il n'a pas du tout dit cela. Franken, notant la tension extrême lors de la publication de l'interview, a ensuite voulu calmer les esprits. Titre classique, juste fait pour attirer les clics. Il a publié sur X que seule la lecture de l'interview complète permet de comprendre la déclaration, avec un lien vers le texte. En plus de la réaction boudeuse de l'ambassade de Russie, d'autres déclarations provocatrices ont aussi émergé après l'interview. On ignore si le timing de ces déclarations coïncide ou découle des propos de Franken. La veille de son interview, le 26 octobre, la Russie aurait testé avec succès son nouveau missile Borovesnik. Comme l'Oreshnik, il peut changer l'équation sécuritaire en Europe. On pense que l'Oreshnik a une portée de 500 à 5500 km, ce qui place la majeure partie de l'Europe à sa portée. Le Borovesnik menace tous les endroits du globe, même les États-Unis continentaux. Il possède une ogive et une propulsion nucléaire, faisant de lui le premier missile moderne à propulsion nucléaire. Le Borovesnik, ou SSCX-9 Skyfall, tire son nom du pétrel des tempêtes, perçu comme présage de tempête. Grâce à l'énergie nucléaire, il vole bien plus longtemps que les autres missiles. Il a volé 15 heures et parcouru 14 000 km lors du dernier essai, selon le chef d'état-major russe Valery Gerasimov. Techniquement, si cela fonctionne comme ils le prétendent, ce missile pourrait faire le tour du globe à des altitudes impossibles qu'on est à atteindre pour les systèmes de défense aérienne. Puis fondre sans prévenir pour lancer une frappe nucléaire presque partout sur Terre, laissant à la cible très peu de temps pour se défendre. Cela pourrait même avoir le potentiel de rendre le système de défense antimissile Dôme d'Or des États-Unis obsolète avant même qu'il ne soit construit. Selon Jeffrey Lewis du Middlebury College, c'est un petit Tchernobyl volant. Un développement inquiétant. Cette arme de science-fiction sera déstabilisante et difficile à gérer pour le contrôle des armements. Après l'entretien de Frank, Lewis redoute une nouvelle arme russe de science-fiction. Le 29 octobre, Vladimir Poutine a annoncé que la Russie avait testé avec succès le drone sous-marin nucléaire Poséidon, pouvant transporter une ogive nucléaire. C'était sa première utilisation depuis un sous-marin, propulsé par son unité nucléaire embarquée. Il a qualifié le test de la veille de grand succès, affirmant que cette arme est inégalée en vitesse, profondeur et impossible à intercepter. Il n'existe rien de semblable dans le monde. En termes de vitesse et de profondeur de déplacement, il n'y a rien de comparable dans le monde, et il est peu probable que cela apparaisse bientôt. Poutine a affirmé qu'il est impossible de l'intercepter.
Le test du Poséidon n'a pas été vérifié indépendamment, et de nombreux observateurs occidentaux ont discrédité l'histoire, contrairement au Borovesnik. Après l'échec humiliant du Super Arsenal la semaine dernière, Poutine tente encore sa chance en dévoilant une nouvelle arme pour effrayer des politiciens occidentaux désormais indifférents. Yayen Kiev a publié sur X: les membres de l'OTAN avec des côtes exposées devraient peut-être prendre la menace plus au sérieux. Si Poséidon fonctionne comme Poutine le dit, la Russie pourrait en cacher un au large du Royaume-Uni et le laisser là indéfiniment. Une ogive nucléaire à haut rendement déclenchée dans la Tamise, ou près de Londres, provoquerait un tsunami radioactif submergeant une grande partie du Royaume-Uni avant toute réaction possible. Il en va de même pour la Belgique. Quelques Poséidons suffiraient à transformer le Benelux en lac radioactif, tandis que M. Franken chercherait encore son kit d'urgence. Certains analystes estiment que ces actions ne visent pas tant à dissuader l'Occident de fournir des missiles longue portée ou d'autres moyens d'escalade à l'Ukraine, et davantage avec une tentative de faire pression sur Trump pour qu'il accepte la proposition de Poutine de prolonger le traité New START. C'est le dernier traité de contrôle des armements entre les États-Unis et la Russie, expirant en février. En septembre, Poutine a proposé de prolonger d'1 an les limites sur les armes nucléaires, à condition que les États-Unis fassent de même, selon Trump. Je trouve cette proposition bonne. Aucun progrès depuis, aux grandes dames de Poutine. La réaction excessive de Moscou aux propos de Franken montre la tension croissante au Kremlin. Ces nouveaux essais d'armes avancées suggèrent qu'il serait peut-être mal avisé de compter sur Poutine pour continuer à encaisser les escalades de l'OTAN sans réagir. Pour les Européens, la menace d'une guerre nucléaire se rapproche. L'OTAN pourrait effacer Moscou de la carte. C'est sûrement arrogant de croire qu'une grande partie de l'Europe et des États-Unis n'affrontera pas la même menace. C'est peut-être positif que le rationnel M. Franken ait tenté d'apaiser la situation. Bien sûr, nous vous tiendrons informés au fur et à mesure que l'histoire évolue. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester au courant. Et merci, comme toujours, de nous regarder. Au cours des près de 4 années de guerre brutale en Ukraine, nous avons eu une place au premier rang pour assister à la lente descente de la Russie dans le chaos, tant sur le plan militaire qu'économique. Les troupes russes meurent en nombre record. L'équipement est systématiquement détruit, et le coût perçu de la guerre, qui devait durer quelques semaines, a complètement échappé à tout contrôle. Derrière les gros titres sur les gains territoriaux et les victimes, se cache une histoire plus sombre révélant l'effondrement catastrophique de l'armée russe. De l'intérieur, les soldats russes ne meurent pas seulement sous les coups des forces ukrainiennes, ils sont exécutés par leurs propres commandants. Des soldats ripostent, tuant les officiers qui leur ordonnent des missions suicides. Mais cela n'est que la norme pour un système militaire qui a complètement perdu ses repères et qui peut s'effondrer de l'intérieur. Examinons précisément ce qui se passe à l'intérieur de la machine militaire russe en déliquescence et pourquoi cela pourrait bouleverser toute la trajectoire de cette guerre, en commençant par l'ampleur exacte des exécutions russes. Les rapports sur la Russie tuant ses propres soldats ne sont plus de simples spéculations ou de la propagande ukrainienne. Cela provient de preuves documentées recueillies par les médias indépendants russes, des communications interceptées et des témoignages de soldats russes eux-mêmes. Selon une enquête approfondie du média indépendant russe Verska, des commandants russes de plusieurs unités procédant à des exécutions sommaires de leurs propres soldats. Cette pratique a été surnommée obnulenie, ou remise à zéro, faisant référence à l'acte de supprimer le soldat à la fois des registres militaires et de l'existence elle-même. L'enquête a identifié 101 militaires russes accusés d'implication dans ces exécutions, dont 79 confirmé par au moins 2 sources indépendantes. Il est également peu probable qu'il s'agisse d'incidents isolés. Depuis le début de l'invasion russe, le bureau du procureur militaire a reçu plus de 12 000 plaintes pour meurtre dans les rangs. Il ne s'agit pas de 12 000 plaintes en tout, mais de plaintes sur des soldats russes tuant d'autres soldats russes. Une source du principal bureau du procureur militaire russe a révélé un fait encore plus accablant. L'agence a imposé une interdiction informelle d'enquêter sur les officiers combattants en Ukraine, affirmant que de telles enquêtes pourraient donc soi-disant nuire aux opérations militaires. En d'autres termes, les commandants russes ont reçu carte blanche pour exécuter leurs propres troupes en toute impunité. Tant que cela n'affecte pas réellement le résultat final en portant gravement atteinte à leurs positions offensives ou défensives. Si 12 000 ne vous semble pas petit, sachez-le. Le déploiement total de la Russie en Ukraine est estimé à environ 70 000 hommes, sans compter le million de pertes estimées.
Cela équivaut à 17% des soldats actuellement en Ukraine. Sinon, considérez-le sur une base quotidienne, ce qui signifie environ 89 plaintes par jour depuis lors. La guerre a duré 1345 jours au moment de la publication de cette vidéo. 8 ou 9 soldats russes ont été exécutés par leurs camarades pour avoir désobéi à des ordres probablement suicidaires. Et la manière dont les commandants russes éliminent leurs propres troupes varie considérablement, ce qui révèle l'ampleur des dégâts infligés au moral de l'armée. La première est peut-être la plus simple, l'exécution directe. Cela arrive souvent aux soldats russes, tandis qu'ils refusant de participer à ce qu'ils appellent des assauts de chair à canon ou des vagues humaines. Des attaques suicidaires sans soutien adéquat de l'infanterie mécanisée, de l'artillerie, du feu ou de la reconnaissance aérienne. Nombre de ces soldats sont abattus à bout portant dans la tranchée occupée par l'unité russe. Le rapport de Méduse sur l'anéantissement mentionnait un soldat mobilisé, Alexei, qui a témoigné. Au sein de la 7e brigade, séparée de fusiliers motorisés de la garde, ceux refusant des assauts inutiles étaient exécutés à l'arme automatique. Leurs corps étaient ensuite jetés dans la rivière voisine ou enterrés près de la tranchée. En juin 2025, un soldat portant le nom de Code Fixer a refusé de servir de balise. Essentiellement utilisé comme appât vivant, envoyé en avant sans armure ni armes pour attirer le feu ukrainien et révéler les positions ennemies. Battu devant la caméra, torturé à l'électricité, puis exécuté sur ordre de son commandant. Des exécutions peuvent survenir pendant la mission, les officiers utilisant des snipers contre les soldats fuyant le front ou désertant. Selon Alexei, 2 snipers ont tué 20 membres de son unité en 2023 et 40 en 2024. Il est probable que ces snipers aient poursuivi l'exécution de déserteurs, causant ainsi des dizaines de morts en plus. Ou plus sombrement, les snipers ont peut-être été écartés pour avoir refusé d'exécuter d'autres soldats sur ordre de leur commandant. Les opérations de drones russes sont désormais aussi compétentes que celles des unités ukrainiennes. Les opérateurs de drones ont également eu la malheureuse occasion de faire partie du cycle d'élimination. Les rapports du 139e bataillon d'assaut séparé mentionnent que les commandants menaçaient les opérateurs de drones en leur ordonnant de surveiller les troupes déployées. Ensuite, les opérateurs de drones déployaient simplement l'explosif du drone kamikaze vu à la première personne sur les soldats, si jamais ils faisaient demi-tour et fuyaient le combat. Si les soldats ne sont pas exécutés immédiatement, ils risquent un sort pire, la torture. Des soldats auraient été détenus dans des fosses ou caves, sans nourriture ni eau, et battus plusieurs fois par jour. Beaucoup meurent de torture ou de faim, tandis que d'autres sont forcés de se battre à mort pour gagner leur libération. Des images de mai 2025 montrent 2 soldats de la 114e brigade de fusiliers motorisés de la garde forcée de se battre dans une fosse. Une voix hors caméra dit « Le commandant Kamer a essentiellement dit « Celui qui défonce l'autre sort du trou ». Les 2 hommes se battent à main nue, et l'un d'eux s'immobilise après une clé d'étranglement d'1 minute. Nous ignorons le sort final des hommes. Certains pensent que les soldats sont prisonniers de guerre. Selon Méduse, Kama est le nom de code d'un vrai commandant de la 114e brigade de garde séparée. Il a aussi été accusé d'extorquer de l'argent à ses troupes. Nous en reparlerons plus tard. Et si les commandants ne tuant pas eux-mêmes, ou ne donnent pas l'ordre à leurs troupes d'exécuter des soldats, ils peuvent toujours recourir à la tactique éprouvée d'envoyer des soldats dans des missions suicides. Parfois, ces hommes sont envoyés sans gilet pare-balles, armes ou équipements. Ils ne peuvent pas se replier de la mission car les commandants déploient aussi des troupes de barrage, des soldats dont le seul travail est de maintenir la ligne et d'empêcher la retraite. Les troupes de barrage forcent alors simplement le soldat à reculer, ou peuvent même l'exécuter sur place s'il s'approche. Dans un reportage datant d'il y a seulement 10 jours, les opérateurs de drones ukrainiens ont découvert que certaines troupes de barrage utilisaient également des drones pour larguer des explosifs sur les soldats en fuite. Employer des troupes de barrage ainsi peut être jugé illégal selon le droit humanitaire et constituer un crime de guerre. Ces nouvelles troupes de barrage sont une perversion du système original instauré par Staline, où les troupes de barrage étaient utilisées pour rassembler. Les soldats survivants des bataillons disciplinaires étaient souvent envoyés dans les missions offensives les plus dangereuses, avec très peu de chances de survie. La peine de mort restait un dernier recours, l'armée rouge jugeant l'exécution d'un soldat inutile. Quand des soldats russes sont exécutés par leurs supérieurs, leur corps rentre rarement avec la vérité. Les corps sont souvent enterrés en forêt ou laissés sur les champs de bataille, avec des tirs pour simuler des morts au combat. Officiellement, ces soldats sont déclarés disparus au combat ou déserteurs, des classifications qui privent également leurs familles de toute compensation. Vladislav Bolyakov,
de la 6e brigade séparée de fusiliers motorisés de la garde, a vu son camarade Odessa battu à mort par des commandants. D'après lui, ils ont mis un vieux gilet pare-balles et un casque au corps, puis placé 2 grenades dessous avant de les faire exploser, pour masquer des traces de coups détectables lors d'un examen médical. Le corps a été laissé à pourrir plusieurs jours sous la chaleur jusqu'à sa décomposition. Ils l'ont ensuite renvoyé chez lui, étiqueté « tué au combat ». Lorsque les familles portent plainte, elles font face à un système protégeant les auteurs. La même source du bureau du procureur militaire ayant transmis les données des plaintes à Vertska l'a expliqué. Une interdiction informelle du bureau principal du procureur militaire empêche d'enquêter sur les affaires impliquant des officiers des brigades de combat dans la zone de l'opération militaire spéciale. Les officiers auraient une immunité contre les poursuites jusqu'à la fin de la guerre. Même lorsque les enquêteurs du Service fédéral de sécurité de Russie ou Service fédéral de sécurité tentaient d'enquêter sur les crimes, ils étaient systématiquement bloqués par l'armée et l'administration. Un enquêteur du Service fédéral de sécurité rapporte que les témoins mouraient souvent, victimes de blessures graves comme des éventrations ou la gorge tranchée. Des morts, qualifiées de suicides, paraissaient souvent plutôt des homicides. Les médias d'État russes diffusent des images scénarisées de soldats triomphants, retrouvant leurs familles, construisant un récit héroïque, loin de la réalité. Au-delà des méthodes, une question plus grave se pose sur les raisons qui poussent ces commandants à exécuter leurs soldats. L'enquête de Vertska et les témoignages des soldats révèlent une combinaison toxique de désespoir, de sadisme et d'une cupidité démesurée. Des commandants recourent aux exécutions, n'ayant d'autre moyen de contrôler des troupes conscientes d'être envoyées à la mort. Dans une armée basée sur l'obéissance plutôt que la compétence, la terreur est un moyen de gestion simple, économique et pratique. Le principal motif semble être l'argent. Les soldats russes perçoivent jusqu'à 3 millions de roubles, environ 35 000 $, pour blessures de combat. Les commandants ont transformé cela en un système de raquettes. La mère d'Andrei Baïkov du 80e régiment de chars de la garde a raconté comment son fils a été renversé par une voiture. Indemnisés pour une blessure au combat, les commandants Doudka et Kema ont réclamé la moitié du paiement. Baïkov a refusé et a acheté une Toyota Camry à la place. Les commandants lui ont alors ordonné de remettre la voiture. Après son nouveau refus, ils l'ont fait battre à mort. Selon des soldats de la même unité, les commandants exigent de l'argent des soldats pour recevoir de l'équipement, éviter une mission d'assaut, ou même rester à l'écart de la fosse de la mort mentionnée précédemment. Une source a indiqué qu'un officier de la police militaire du commandement de l'unité disposait de 53 millions de roubles sur sa carte, soit plus de 60 000 $. Certains commandants auraient aussi exigé que des soldats donnent leurs cartes bancaires et code de votre numéro d'identification personnel avant les assauts, prétendant vouloir les remettre à leurs proches en cas de souci. L'argent n'arrive jamais aux familles, il est détourné vers le compte du commandant. De nombreux commandants russes souffrent aussi de stress post-traumatique, de dépendance et de troubles psychologiques. Le ministère russe de la Défense affirme que 20% des anciens combattants ont un stress post-traumatique. Le pays ne compte qu'un thérapeute pour 7000 adultes, et encore moins de spécialistes des traumatismes de guerre. Les commandants envoyés pour plusieurs missions, exposés à des morts constantes et à l'impunité, deviennent progressivement plus brutaux. Dans certains états d'esprit pervers, ils pensent qu'exécuter un soldat pourrait en fait aider le reste de l'unité à rester discipliné. Mais la pratique de l'annulation n'est pas restée sans contestation. Les soldats russes se retournent de plus en plus contre leurs commandants, essayant de les tuer. En juin 2025, près de Bakhmout, dans la région de Donetsk, des troupes russes d'une unité de fusiliers motorisés ont refusé d'attaquer des positions ukrainiennes fortifiées, sans appui d'artillerie ou blindées, quand leur commandant a menacé d'exécuter ceux qui refusèrent d'avancer. Ils l'ont tué et se sont rendus en masse aux Ukrainiens. D'après le ministère ukrainien de la Défense, ces soldats ont ensuite donné des détails sur l'état de leur unité, les abus des commandants et la situation critique de la main-d'œuvre en Russie. Le rapport, sans citer de nom ni de lieu pour des raisons de sécurité, confirme la multiplication des mutineries. L'incident révèle une rupture fondamentale de la cohésion militaire. Les soldats pensaient avoir plus de chances de survivre comme prisonniers ukrainiens qu'avec leur propre commandant. En première ligne, ils risquent d'être tués par les deux camps. En prisonniers de guerre, ils retrouveraient un peu de normalité. Ceci représente l'échec ultime du moral militaire, lorsque les troupes préfèrent se rendre à l'ennemi plutôt que de continuer à servir leur propre pays. La guerre est perdue, quel que soit le nombre de kilomètres carrés sur les cartes militaires. Les renseignements ukrainiens
ont souvent publié des écoutes montrant des soldats russes évoquant des violences envers leurs officiers. La campagne Je veux vivre de l'Ukraine vise les soldats russes, leur offrant un traitement humain en captivité et la possibilité de demander l'asile. La campagne est efficace, car beaucoup de soldats russes préfèrent la captivité ukrainienne à servir sous leurs officiers. Les exécutions, désertions et redditions aggravent aussi la crise démographique déjà catastrophique en Russie. Selon le ministère de la Défense ukrainien, on estime que la Russie a perdu 1 140 000 soldats qui ont été tués, blessés, soignés ou blessés, et entièrement démobilisés. De plus, à la mi-2025, près de 140 000 soldats russes étaient retournés à la vie civile après avoir combattu en Ukraine. Mais il n'est pas certain que le chiffre de 140 000 corresponde aux pertes. On sait que les soldats revenus font face à une économie conçue pour les inciter à reprendre du service. Les contrats militaires pour les soldats en zone de combat en Ukraine proposent un salaire 3 fois supérieur à la moyenne nationale et de grosses primes à la signature. Les soldats sous contrat peuvent gagner plus de 150 000 roubles par mois, soit environ 1 800 $, et selon un rapport, environ 210 000 roubles, soit dans 2 600 $. Une somme qu'ils n'atteindront jamais dans un emploi civil, où le salaire médian est de 56 000 roubles, 700 $, par mois. Cela forme une caste militaire dépendante de la guerre pour maintenir son niveau de vie. Les anciens combattants qui se sont habitués à un salaire militaire élevé pour subvenir à leurs besoins, ou à ceux de leur famille, sont désormais confrontés à une baisse de salaire pouvant aller jusqu'à 70% lorsqu'ils quittent le service. Le gouvernement maintient ce piège en renforçant les incitations à combattre et en diminuant les aides sociales aux civils. Les dépenses de défense de la Russie pour 2025 dépassent 8% du produit intérieur brut et représentent 40% de l'ensemble des dépenses fédérales. Des niveaux jamais vus depuis l'époque de la guerre froide. En parallèle, les dépenses pour la protection sociale devraient baisser d'environ 16% sur un an. Le gouvernement corrompt les soldats avec l'argent volé à la population russe, même aux générations futures. Les renseignements militaires britanniques confirment que 160 hôpitaux russes ont fermé en 2024, les ressources médicales ayant été transférées du civil au militaire. Les Russes ordinaires sont systématiquement abandonnés, tandis que les soldats bénéficient d'un traitement préférentiel. Autrement dit, jusqu'à ce qu'ils rentrent et constatent que les soutiens ne marchent pas vraiment. Les anciens combattants incapables de trouver un emploi adéquat ou souffrant de syndrome de stress post-traumatique non traité se tournent vers la criminalité à un rythme alarmant. En mars 2025, les anciens combattants ont tué ou mutilé plus de 750 personnes après leur retour chez eux, principalement des proches et des amis lors d'incidents de violence domestique. Vesca a aussi recensé au moins 190 affaires pénales contre des recrues graciés de Wagner en 2023. Libérés sans poursuite après une formation à la guerre moderne, ces ex-détenus sont un cauchemar pour les forces de l'ordre. Les groupes criminels recrutent d'anciens soldats comme tueurs à gages, créant un nouveau type de criminalité organisée, dans un pays déjà débordé par des problèmes démographiques. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour l'évolution de la guerre ? La combinaison d'exécutions systématiques, d'un moral en chute libre et d'une situation économique intenable pointe vers plusieurs scénarios possibles, aucun d'entre eux n'étant favorable à la Russie. Premièrement, la Russie pourrait tenter de compenser les pertes croissantes et les taux de désertion par des campagnes de recrutement encore plus agressives. Nous voyons déjà des signes de cela, car Medusa a rapporté que le recrutement au deuxième trimestre 2025 était inférieur à un tiers de celui de la même période en 2024, ce qui suggère que le vivier de volontaires s'épuise rapidement. Ceci est confirmé par l'annonce de la plus grande campagne de recrutement d'automne depuis 10 ans, prévue en 2025. Le Kremlin devrait encore hausser primes de signature et salaires, accélérant la spirale économique mortifère. Mais cette approche a des rendements décroissants. À un certain moment, aucune somme d'argent ne peut compenser le fait de savoir que le service militaire signifie soit la mort sur le champ de bataille, soit l'exécution par son propre commandant, soit le retour à la maison dans une économie incapable de vous soutenir. La Russie pourrait devoir céder des territoires contestés, notamment près de Pokrovsk et ailleurs dans le Donetsk. À mesure que les unités deviennent inefficaces au combat en raison de désertion, de reddition et de violences internes, les forces ukrainiennes ont déjà démontré leur capacité à encercler les unités russes et à forcer des redditions massives lorsque le moral s'effondre. Au cours des derniers mois, l'Ukraine a réalisé d'importants gains territoriaux dans la direction de Pokrovsk grâce à des essaims de drones coordonnés et à des opérations terrestres, en libérant des villages et sécurisant le nord de la ville. Il y a quelques jours,
Une grande attaque russe appuyée par des véhicules a échoué, l'Ukraine ayant détruit 2 chars et une douzaine de véhicules de soutien d'infanterie en une seule fois. Si la tendance se poursuit, la Russie risque des effondrements en série sur tout le front. Les commandants qui ont exécuté leurs troupes pour maintenir la discipline pourraient voir les soldats y restant simplement se rendre ou retourner leurs armes contre leurs officiers en masse. Troisièmement, la Russie pourrait, par désespoir, lancer des attaques massives sans se soucier des pertes pour tenter de briser les défenses ukrainiennes. La Russie devrait alors engager toutes ses réserves et accepter des pertes potentiellement catastrophiques. Ce scénario est particulièrement dangereux, car il pourrait en réalité conduire à l'utilisation d'armes nucléaires tactiques. Si les forces conventionnelles s'avèrent insuffisantes et que la Russie fait face à un effondrement militaire total, Vladimir Poutine pourrait décider que des frappes nucléaires limitées contre des cibles militaires ukrainiennes représentent sa seule option pour forcer la capitulation et sauver la face. Une telle escalade pourrait avoir des conséquences irréparables pour la région. L'Ukraine subirait une pression énorme pour capituler afin d'éviter d'autres attaques nucléaires. L'OTAN devrait décider d'intervenir ou non pour éviter que l'usage d'armes nucléaires ne devienne courant dans la guerre moderne. Ou alors laisser toute l'influence à la Russie et à la Chine. Un conflit entre l'OTAN et la Russie aggraverait la situation, augmentant le risque de guerre nucléaire totale. Si Poutine sent la fin de son règne et veut partir en marquant les esprits, le scénario le plus probable est peut-être que l'armée russe se désintègre de l'intérieur avant que l'un de ces scénarios externes n'arrive. Les pertes risquent de rendre l'armée presque inopérante. Une analyse de la fondation Jamestown établit un parallèle avec la façon dont les vétérans de la guerre soviéto-afghane, les Afghansi, ont contribué à l'augmentation de la criminalité et à l'instabilité sociale à la fin de l'Union soviétique. Mais cette fois, l'ampleur est exponentiellement plus grande. Alors que la guerre soviéto-afghane a déployé environ 620 000 soldats sur 10 ans, avec 15 000 à 25 000 pertes, la Russie a subi plus d'1 million de pertes en moins de 4 ans, avec environ 1,5 à 2 millions de soldats ayant tourné en Ukraine. Le retour de ces anciens combattants et soldats actifs pourrait fortement influencer la sécurité locale et la politique fédérale. Sinon, ils pourraient devenir une force révolutionnaire. Ils réclament des comptes aux commandants responsables de leur mort ou de celle de leurs proches, ainsi qu'au gouvernement qui les a abandonnés à leur retour. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Eh bien, il a fallu plus de 3 ans et demi à l'Ukraine. Mais elle vient tout juste d'infliger une vengeance bien méritée à l'un des soi-disant bouchers de Boukhar, Veniamin Metserin, un criminel de guerre impitoyable et sans cœur lié à l'une des pires atrocités de l'histoire moderne. Lors d'une frappe soigneusement planifiée et parfaitement exécutée à l'intérieur de la Russie, les forces ukrainiennes ont mis fin de façon brutale et soudaine à la vie de Metserin. De nombreux criminels de guerre restent à retrouver et éliminer dans les prochains mois. L'assassinat a eu lieu dans la région de Kemerovo, en Russie, qui se trouve au centre du pays, dans le sud de la Sibérie, avec le Kazakhstan au sud-ouest et la Mongolie au sud-est. Kemerovo est situé à environ 3200 km de la frontière ukrainienne, rendant cet incident d'autant plus marquant pour l'Ukraine. Kiev a encore prouvé que ses forces pouvaient mener des attaques précises et ciblées, non seulement sur ses propres terres occupées et dans les régions frontalières de la Russie, mais aussi en plein cœur du territoire ennemi. Le 25 octobre, une voiture roulait dans cette région isolée de Russie. Le criminel de guerre Veniamin Vladimirovitch Matsarin était au volant. Nous ignorons où il allait ou ce qu'il comptait faire ce jour-là. En se réveillant ce samedi matin, il ignorait que ce serait son dernier jour. Mais c'est exactement ce que c'était. Selon un rapport officiel de la direction principale du renseignement ukrainien, la voiture de Matsarin a explosé ce jour-là, tuant sur le coup le lieutenant-colonel de 45 ans. La direction principale du renseignement ukrainien a publié sur Telegram une analyse de l'incident, avec une vidéo expliquant le rôle de Matsarin dans le massacre de Boucha, début 2022, peu après l'invasion russe. La vidéo montrerait aussi la mort de Matsarin, filmée pour la première fois au volant d'une voiture argentée. On aperçoit ensuite une personne inconnue au bord de la route avec un détonateur, puis la caméra montre apparemment la même voiture argentée. Au loin, le bouton a été pressé et la voiture explose en flammes. Ainsi, Veniamin Matsarin n'existait plus. Voici ce que la direction principale du renseignement ukrainien a déclaré sur l'événement. Le 25 octobre 2025, une voiture a explosé dans la région de Kemerovo, en Russie, conduite par le criminel de guerre Matsarin Veniamin Vladimirovitch. Le lieutenant-colonel Matsarin, né en 1980, servait dans l'unité spéciale OMON,
Obareg de la direction de la garde russe à Kemerovo. Obareg est l'une des nombreuses unités de la garde russe impliquées dans des crimes de guerre et le génocide du peuple ukrainien dans la région de Kiev, commis par l'armée d'occupation lors de l'invasion à grande échelle de la Fédération de Russie sur le territoire de l'Ukraine en février et mars 2022. Sur la base des preuves et témoignages, le bureau du procureur général a ouvert des enquêtes criminelles contre les militaires de cette unité pour violation des lois et coutumes de la guerre. En avril 2022, le renseignement militaire ukrainien a identifié par leur nom les criminels de guerre de l'unité Obareg. Des mesures ont été prévues pour sanctionner équitablement les personnes listées. La direction militaire du ministère de la Défense de l'Ukraine rappelle qu'il y aura une juste rétribution pour chaque crime de guerre commis contre le peuple ukrainien. Selon le direction principale du renseignement ukrainien, Mitsarine appartenait à l'unité spéciale Obareg, ce qui signifie « amulette » en anglais. Cette unité spécifique a été liée à des crimes de guerre commis dans la ville ukrainienne de Boukhar en mars 2022. Lors de l'invasion de l'Ukraine, les forces du Kremlin ont traversé la frontière depuis plusieurs régions. Nombreux sont ceux qui ont pénétré dans l'est de l'Ukraine, notamment Donetsk et Louhansk, alors principales cibles de Vladimir Poutine. Certains sont aussi entrés en Ukraine par le nord via la Biélorussie et ont avancé vers Kiev. Une grande colonne de véhicules militaires russes a franchi la frontière et pénétré dans la région de Kiev pour hisser le drapeau russe au centre de l'Ukraine. Mais Kiev se trouve à des dizaines de kilomètres de la frontière biélorusse, dont les forces russes ont d'abord dû avancer à travers différentes villes et cités, lors de leur progression vers la capitale. Boutcha était l'une de ces villes. Avant la guerre, Boutcha comptait environ 37 000 habitants. C'était une petite ville tranquille, peu connue hors d'Ukraine. Fin avril 2022, le monde entier connaîtrait son nom. Le 27 février 2022, les forces terrestres russes sont entrées dans les limites de la ville de Boutcha. Il y avait des chars, des parachutistes, des unités du génie militaire et des réserves de la 36e armée interarmes de Russie. L'unité spéciale de réaction rapide, Spécialny Otriad, Bistrogo, Reagirovania et l'unité mobile à vocation spéciale OMON. Des forces étaient également présentes, ainsi que de nombreux systèmes d'artillerie qui ont bombardé la ville, réduisant plusieurs bâtiments en tas de gravats. Boukhar, mal équipé, n'a pas résisté longtemps à cette force sérieuse. Les Russes ont capturé la ville en moins de 2 semaines. De nombreux combats ont eu lieu à cette période, les habitants de Boukhar y ont participé. Ils auraient lancé des cocktails Molotov artisanaux sur les envahisseurs, incendiant plusieurs véhicules ennemis. Début mars, l'Ukraine a pu évacuer partiellement la ville, faisant partir des centaines de femmes et d'enfants en train et en bus. Ces forces terrestres ont tout fait pour repousser les envahisseurs le plus longtemps possible. Cependant, alors que la ville subissait des bombardements de plus en plus intenses et que les unités russes prenaient le contrôle de toutes les principales routes de la région, l'inévitable s'est produit et Boutcha est tombé sous le contrôle du Kremlin le 12 mars. Mais l'Ukraine ne voulait pas abandonner la ville et a rapidement préparé une contre-offensive dans la région. Et à la fin du mois, Boutcha était de nouveau entre les mains de l'Ukraine et les Russes s'étaient retirés. Pendant un bref instant, cela semblait être une victoire significative pour les forces ukrainiennes. Hélas, dans les jours suivants, toute l'horreur de ce qui s'était passé en ville allait être révélée peu à peu. Des millions pleuraient en Ukraine et dans le monde en découvrant cela. Des indices montraient déjà que les forces russes dans la ville avaient probablement commis des crimes de guerre. Lors de la première bataille de Boutcha, il y a eu des rapports sporadiques de soldats russes attaquant des véhicules civils, ouvrant le feu sur des habitants innocents ou piégeant des locaux dans leurs maisons. Ils ne sortaient que rarement pour cuisiner ou déplacer des corps. Le 27 février, dès le premier jour de la bataille, un journaliste local a rapporté que les Russes avaient tiré sur un véhicule civil, tuant un homme et en blessant un autre. Le 4 mars, une autre histoire déchirante et bouleversante a émergé. Un SUV circulait dans les rues de Boukhar. 3 jeunes Ukrainiens d'une vingtaine d'années pour aider en bord. Ils ont décidé d'apporter de la nourriture pour chiens à un refuge local en manque de provisions. Alors qu'ils allaient chez des voisins, un véhicule russe a soudain ouvert le feu sur le SUV, tuant 3 innocents. Le lendemain, 2 familles effrayées par les bombardements russes quasi constants ont décidé de fuir leur ville natale. Ils ont fait leurs valises et ont planifié un itinéraire vers l'ouest, quittant Boukhar en direction du petit village de Romanivka. Dans 2 voitures séparées, ils ont pris la route, espérant trouver un refuge sûr pour eux-mêmes et leurs proches. Avant la fin de la journée, ils ont à peine atteint le bout de la rue.
Un véhicule blindé russe a repéré le petit convoi et a immédiatement ouvert le feu, tuant une femme et ses 2 fils dans la première voiture et un homme dans la seconde. Plusieurs récits, tout aussi horribles, ont fait la une des journaux dans le monde entier alors que la bataille faisait rage. Mais ce n'est que lorsque les forces ukrainiennes ont repris le contrôle de la ville que l'ampleur de ce qui est depuis devenu connu sous le nom de massacre de Bouka a été révélée. Le 1er avril, après le retrait russe, les troupes ukrainiennes ont évalué les dégâts et des vidéos choquantes montrant de nombreuses victimes civiles ont envahi les réseaux sociaux. Des corps mutilés d'hommes, femmes et enfants furent enterrés dans des fosses communes. Des preuves de passage à tabac, torture, viols et exécutions ont été trouvées, avec de nombreuses victimes les mains liées dans le dos. De nombreux corps avaient été brûlés ou simplement laissés à se décomposer dans les rues, certains étant même piégés avec des explosifs. Comme une dernière ruse cruelle des troupes russes impitoyables avant qu'elles ne fuient la région. Les habitants survivants ont rapidement commencé à partager leurs histoires, dressant un tableau macabre et horrible de ce qui s'est réellement passé dans la ville pendant sa brève mais dévastatrice période sous occupation russe. Beaucoup disent avoir vécu dans la terreur, forcés de se cacher dans leur sous-sol avec seulement des bougies pour lumière et chaleur. Avec leurs maigres réserves de nourriture et d'eau, ils priaient chaque nuit pour survivre et ne pas être découverts par les Russes. Les habitants sont également partagés d'innombrables récits d'une cruauté russe extraordinaire et d'un mépris total pour la vie humaine. Ils évoquaient des snipers russes tirant sur les civils dès leur sortie de chez eux, des véhicules blindés qui tiraient au hasard sur les bâtiments de la ville, des soldats refusant une aide médicale aux civils blessés et des exécutions extrajudiciaires. Des témoins oculaires ont également parlé de soldats russes allant de porte en porte, interrogeant les habitants, saccageant leurs maisons et volant ou détruisant leurs biens les plus précieux. Certains ont rapporté que les troupes ennemies utilisaient des civils de Bouka comme boucliers humains lors d'affrontements avec les forces ukrainiennes. Les récits d'horreur se multipliaient, femmes et jeunes filles enlevées, séquestrées puis abusées, souvent enceintes, ainsi que des témoignages de tortures sadiques et d'exécutions systématiques. Un habitant, interrogé par des journalistes, a confirmé ce que disaient ses voisins survivants. C'était un système. Ils tuaient les gens de façon systématique. J'ai personnellement entendu un sniper se vanter d'avoir abattu 2 personnes qu'il avait vues aux fenêtres d'appartements. Aucune nécessité ou justification militaire pour tuer, c'était juste de la torture sur des civils. Dans d'autres immeubles, des gens ont aussi été torturés. On les a retrouvés mains liées et une balle dans la nuque. La Russie a tenté de nier les accusations de crimes de guerre, mais les preuves sont indéniables. Et il y avait une quantité extraordinaire de preuves du massacre, confirmées non seulement par les habitants, mais aussi par des journalistes du monde entier, qui ont visité Boukhar et vu de leurs propres yeux les corps dans les rues et la dévastation à travers la ville. Des vidéos montraient donc clairement des soldats russes exécutant des civils et des blindés tirant sur des innocents. Ces preuves aussi ont été analysées et vérifiées par des sources indépendantes et des médias du monde entier. Nous ne saurons sans doute jamais l'ampleur réelle du massacre ni le nombre de civils innocents torturés et tués sans raison. Les premiers rapports estimaient qu'environ 280 corps avaient été retrouvés dans des fosses communes. Ce nombre est monté à 300 puis plus de 400, approchant 500 à mesure que des preuves et des restes humains étaient découverts. Dans la région de Boukhar, des médias tels que la British Broadcasting Corporation rapportent que plus de 1000 civils ont été massacrés par les Russes en quelques semaines. C'était l'une des pires atrocités de ces dernières années. Un massacre incompréhensible qui a choqué le monde entier et révélé en détail l'ampleur hideuse de l'agression russe. Après cet événement odieux, les chefs militaires et experts du renseignement ukrainien ont juré de se venger. Ils ont aussitôt identifié tous les impliqués dans le massacre, trouvant nom, âge, lieu et grade. Le direction principale du renseignement ukrainien a rapidement dressé une liste noire d'officiers ennemis, en se concentrant sur l'unité spéciale Obareg, jugée responsable par l'agence de renseignement ukrainienne du génocide du peuple ukrainien dans la région de Kiev. La liste publiée en ligne le 14 avril 2022 comprend plus de 60 personnes identifiées par leur nom, grade et détails de passeport. Veniamin Vladimirovitch Metsarin figurait en 4e sur la liste. Il a participé au massacre et, même si nous ignorons les crimes précis qu'il a commis, le direction principale du renseignement ukrainien a trouvé des preuves de son implication. Les forces ukrainiennes n'ont pas pu se venger tout de suite, ayant bien d'autres priorités. Et traquer un seul officier russe en particulier est presque un défi impossible, demandant d'énormes efforts d'analyse et de renseignement. Le direction principal du renseignement ukrainien n'a jamais oublié sa promesse envers ceux morts à Boukhar. Il a toujours voulu poursuivre des criminels comme Matsarin, et quand l'occasion s'est présentée,
les agents ukrainiens n'ont pas hésité. Ils ont localisé le lieutenant-colonel dans la région de Kemerovo, ont lancé une opération de surveillance pour comprendre ses habitudes et ses déplacements et ont planifié sa disparition. À partir de là, il semble que les agents ukrainiens aient dû, d'une manière ou d'une autre, placer discrètement un engin explosif sur la voiture de Matsarin. Ils ont attendu qu'il conduise pour appuyer sur le bouton et l'éliminer définitivement. Ce n'est pas un cas isolé. Récemment, plusieurs responsables et personnalités militaires russes ont été assassinés sur leur propre territoire. En avril, le général russe Yaroslav Moskoly, chef adjoint de la direction principale des opérations de l'état-major, a été tué dans l'explosion de sa voiture près de Moscou. Contrairement à Matsarin, Moskoly n'était apparemment pas au volant au moment des faits. Au lieu de cela, il venait juste de sortir d'un bâtiment lorsqu'une voiture contenant un engin explosif improvisé a explosé à proximité, mettant fin à sa vie en un instant. La Russie aurait arrêté l'homme responsable, affirmant qu'il s'agissait d'un agent des services spéciaux ukrainiens et l'accusant de terrorisme. Et bien que l'Ukraine n'ait jamais réellement revendiqué la responsabilité de cet incident, il y a certainement de fortes chances que ces agents aient été impliqués d'une manière ou d'une autre. Quelques mois avant, un autre général russe, Igor Kirillov, a aussi été tué par une bombe à distance placée dans une trottinette devant un immeuble à Moscou. Comme Matsarin, Kirillov n'était pas un homme de caractère aimable ou noble. Il dirigeait les forces russes de protection nucléaire, biologique et chimique, et aurait autorisé l'emploi d'armes chimiques illégales contre l'Ukraine. Selon un rapport du département d'État américain, Kirillov a approuvé l'utilisation du chloropicrine, un agent suffocant largement utilisé pendant la Première Guerre mondiale, et interdit en 1993 par la Convention sur les armes chimiques. Des sources ukrainiennes rapportent plus de 2000 soldats hospitalisés et 3 morts suite à des attaques chimiques ordonnées par Kirillov. Une fois de plus, les forces ukrainiennes ont patienté, planifié leurs actions avec soin et frappé au moment opportun. Le service de sécurité d'Ukraine a vite revendiqué la mort du général. Une source a affirmé à The Economist que Kirillov était un criminel de guerre et une cible légitime, avant de lancer un avertissement sévère à d'autres comme lui. Une fin aussi honteuse attend tous ceux qui tuent des Ukrainiens. Fin 2023, un autre assassinat médiatisé a eu lieu. Mikhail Filippenko, député de Louhansk nommé par le Kremlin, a été tué par une voiture piégée. L'Ukraine a revendiqué l'opération. Le direction principal du renseignement ukrainien, annonçant sur Telegram la mort de Filippenko, éliminé lors d'une opération spéciale menée avec le mouvement de résistance. Le direction principal du renseignement ukrainien a ensuite expliqué que Filippenko avait participé à l'organisation de chambres de torture dans les territoires occupés de la région de Louhansk, où des prisonniers de guerre et des otages civils étaient soumis à des tortures inhumaines. On observe une tendance. Les officiers et responsables russes qui torturent, tuent ou nuisent aux Ukrainiens innocents sont systématiquement traqués et éliminés. Matsarin en est le dernier exemple. Il y a beaucoup d'autres noms sur la liste du direction principale du renseignement ukrainien, et ceux qui sont encore en vie devraient en être très inquiets pour leur sécurité future. Car, comme l'a montré l'assassinat de Matsarin, les agents ukrainiens n'ont aucune limite. Même si les tueurs et criminels russes fuient à des milliers de kilomètres pour se cacher dans des régions apparemment sûres, les forces de Kiev peuvent toujours les retrouver et leur rendre justice rapidement. Ils seront localisés puis tués un à un. Et il semble que rien n'arrêtera la quête du direction principale du renseignement ukrainien pour éliminer chacun d'entre eux jusqu'au dernier. Et venger les centaines d'hommes, de femmes et d'enfants innocents qui ont perdu la vie dans des circonstances aussi terribles à Bucher en 2022. Tuer les responsables ne ramènera pas ces pauvres civils, mais cela aidera peut-être leurs amis et familles survivants à dormir un peu plus paisiblement. La Lituanie est peut-être l'un des plus petits membres de l'Union européenne. Mais elle vient de poser un acte fort pour l'Ukraine, réaffirmant son engagement envers Kiev et consolidant son statut d'allié parmi les plus fiables du pays. Même la Russie n'arrive pas à croire jusqu'où la Lituanie est prête à aller pour soutenir l'Ukraine et contrer l'agression de Moscou. Si d'autres pays européens suivent l'exemple de cette nation, la machine de guerre du Kremlin pourrait se retrouver dans une situation bien plus difficile que prévu. La nouvelle est tombée le 28 octobre lorsque le président récemment élu du Seimas de Lituanie, Juozas Olekas, a effectué sa première visite en Ukraine. Dans son nouveau rôle, Olekas a déjà été ministre de la Défense nationale de la Lituanie et membre du Parlement européen. Il a une longue carrière politique et une solide compréhension de la diplomatie et de la sécurité nationale. Pendant son séjour en Ukraine,
Holocaust a rencontré plusieurs responsables, dont Ruslan Stefanchuk, président du Parlement ukrainien, Denis Shmyhal, ministre de la Défense, et le président du pays, Vladimir Zelensky. Il a aussi pris le temps de s'asseoir avec des journalistes locaux pour répondre à leurs questions et expliquer en détail l'aide de la Lituanie à la cause ukrainienne. Lors de ces rencontres, Holocaust a présenté sa vision d'une paix juste et durable pour l'Ukraine. Il a également abordé les moyens d'accélérer l'adhésion du pays à l'Union européenne, ainsi que les questions liées à la coopération en matière de sécurité, à la production conjointe d'armes et à la participation aux coalitions internationales. Le président du SEMAS a aussi fait 2 annonces majeures à l'Ukraine et au monde entier. Tout d'abord, il avait un message pour le Kremlin, proclamant fièrement que la Lituanie ne reconnaîtra jamais l'annexion des régions ukrainiennes. Elle ne considérera jamais la Crimée, Donetsk et Louhansk comme russes, quels que soient les Skaktowa qui ont de la Russie ou l'issue de la guerre. La Lituanie continuera de soutenir l'Ukraine, maintenant et à l'avenir. Et Holocaust a soutenu que le pays ne devrait subir aucune pression pour simplement céder ses terres à son ennemi dans le cadre d'un éventuel accord de paix. Cela a beaucoup d'importance, car Poutine ne veut pas seulement prendre des terres à l'Ukraine, il veut aussi étendre sa sphère de pouvoir et d'influence sur la scène mondiale. Il a donc tenté désespérément de convaincre son peuple et d'autres pays que les actions de la Russie en Ukraine sont justifiées, et aussi que la Russie a l'autorité, voire l'obligation, d'envahir des endroits comme Donetsk et de les intégrer à la Russie. Il veut donner un sentiment de légitimité à ce qu'il appelle son opération militaire spéciale. Ainsi, lorsque cela prendra finalement fin, le reste du monde reconnaîtra ces territoires comme appartenant à la Russie et permettra au Kremlin de reprendre sa place dans la politique mondiale. Mais si les nations disent non, si elles continuent de dénoncer les actions de la Russie pour ce qu'elles sont, totalement injustifiées, des incursions avec une liste croissante de crimes de guerre, le Kremlin n'atteindra donc jamais ses objectifs finaux. Il ne retrouvera jamais ses accords commerciaux d'avant-guerre avec l'Europe et l'Amérique du Nord. Il ne retrouvera jamais sa place dans les relations internationales. Et le monde ne pardonnera jamais simplement, n'oubliera pas, et ne passera pas à autre chose après ce triste gâchis. Il continuera à punir la Russie quotidiennement, tout en réaffirmant son soutien à la souveraineté de l'Ukraine. Si cela arrive, la Russie ne gagnera jamais cette guerre. Parce que, même si elle parvenait d'une manière ou d'une autre à atteindre ses objectifs militaires et à capturer les territoires qu'elle revendique, elle subira les conséquences de ses actions pour des générations à venir. Son peuple, ses entreprises, ses banques, ses élites et dirigeants en paieront le prix à jamais. L'Ukraine, quant à elle, continuera de recevoir le soutien et la compassion de son vaste réseau d'alliés à travers le monde. Il appartient désormais aux autres pays de suivre l'exemple de la Lituanie et de proclamer clairement et définitivement qu'eux aussi ne considéreront jamais, en aucune circonstance, des endroits comme Kherson et Louhansk comme appartenant à la Russie. Mais c'est la 2e déclaration d'Holocaust qui a véritablement provoqué une onde de choc à travers Kiev et bien au-delà, jusqu'à Moscou elle-même. Après avoir demandé un renforcement des sanctions contre la Russie, le président du Parlement lituanien a ajouté « Cependant, nous ne voyons aucun signe indiquant que la Russie est prête à mettre fin à cette guerre. Seul un changement dans l'équilibre des forces peut obliger la Russie à rechercher la paix. » Il a ensuite annoncé un engagement massif de soutien de Vilnius à Kiev. « J'ai assuré à mes collègues du Parlement ukrainien la force ainsi que le soutien militaire et politique à l'Ukraine, ainsi que la fourniture de garanties de sécurité fiables. Notre soutien militaire à l'Ukraine se poursuivra à un niveau d'au moins 0,25% du produit intérieur brut. Cela signifie que la Lituanie promet de fournir au moins 0,25% de l'ensemble de son produit intérieur brut, la valeur totale de tous les biens et services produits dans le pays chaque année, à l'Ukraine. Pas seulement maintenant, mais aussi plus tard. Bien que 0,25% puisse sembler être un faible pourcentage, c'est énorme dans ce contexte. 0,25% du produit intérieur brut américain équivaut à environ 73 milliards de dollars sur un produit intérieur brut total de 29,18 billions en 2024. Bien sûr, la Lituanie est une nation bien plus petite et moins prospère que les États-Unis. En 2024, son produit intérieur brut s'élevait à 8 487 milliards de dollars selon les données de la Banque mondiale. Ainsi, 0,25% de ce chiffre représente environ 212 millions de dollars. En septembre, Roxelana Pidlaz,
présidente de la commission du budget du Parlement ukrainien, a indiqué que défendre l'Ukraine contre la Russie coûtait environ 172 millions de dollars par jour. La défense a un coût financier énorme pour notre pays, et il ne cesse d'augmenter. Il y a un an, j'étais ici et je vous l'ai dit, chaque jour de guerre coûte 140 millions de dollars à l'État ukrainien. Aujourd'hui, cela coûte 172 millions de dollars par jour. Ce chiffre inclut les salaires des soldats, les munitions et l'armement, mais aussi quelque chose à laquelle on ne pense pas forcément lorsqu'on parle du coût de la guerre. L'Ukraine continue d'apporter un soutien financier aux soldats blessés, à ceux portés disparus et aux familles des morts au combat. Elle a précisé que l'Ukraine consacre 31% de son produit intérieur brut à la défense, plus que tout autre pays. Avant d'annoncer qu'elle espérait que l'Ukraine reçoive 120 milliards de dollars pour la défense en 2026. Pidlassa a précisé que 60 milliards de dollars viendraient du budget ukrainien et que le reste serait, espérons-le, apporté par les alliés via des programmes de soutien comme Pearl et SAFE. Face à de tels montants, le don annuel de 212 millions de dollars de la Lituanie reste insuffisant pour avoir un impact majeur à lui seul. Cela couvre à peine les coûts de défense quotidiens de l'Ukraine, mais il faut considérer l'ensemble de la situation. Il ne fait aucun doute que la Lituanie est manifestement incapable d'influencer la guerre à grande échelle par ses propres moyens. Elle n'a ni le poids économique, ni la puissance militaire ou financière pour influer sur le champ de bataille, ni la capacité d'envoyer des armes ou technologies décisives à Kiev, le long des lignes de front dans des régions comme Donetsk et Luhansk. Elle en est consciente, mais tout comme l'Ukraine, à bien des égards, la Lituanie veut faire de son mieux avec les ressources limitées dont elle dispose. Et la meilleure façon pour cet État balte d'influencer l'issue de la guerre n'est pas de faire des dons colossaux ou de fournir des avions de chasse sophistiqués et des systèmes de missiles haut de gamme. Son objectif est le plus simple, donner l'exemple à des nations plus riches et puissantes pour qu'elles le suivent. C'est précisément ce que fait la Lituanie. Elle adresse un message mondial. Nous ne sommes peut-être pas une nation très riche ou influente, mais nous sommes déterminés à aider l'Ukraine. En agissant ainsi, la Lituanie a aussi interrogé ses partenaires de l'Union européenne. Ferez-vous de même? Allez-vous aussi promettre un pourcentage de votre produit intérieur brut à l'Ukraine comme nous? Parce que si la Lituanie, qui est une nation relativement petite et se situe dans la moitié inférieure des pays européens par produit intérieur brut, est prête à prendre ce genre d'engagement, alors qu'est-ce qui empêche les autres nations, en particulier celles qui sont nettement plus riches, d'en faire autant? Bien sûr, chaque pays a ses propres plans budgétaires et défis économiques. Même les nations riches doivent allouer leurs ressources, comme leurs dirigeants et populations le jugent approprié et efficace. Toutes ne seraient pas en mesure de suivre de manière réaliste le modèle lituanien. Mais même si seulement quelques pays de plus copièrent le plan à 0,25%, cela pourrait faire toute la différence sur le terrain en Ukraine. Par exemple, le produit intérieur brut du Royaume-Uni en 2024 était de 3,644 000 milliards de dollars. 0,25% de ce montant représente un peu plus de 9 milliards de dollars. En 2024, le Royaume-Uni a donné près de 4 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine, une somme exceptionnelle. Le Royaume-Uni compte parmi les plus grands donateurs à l'Ukraine, avec les États-Unis et l'Allemagne, ayant promis 169 milliards de dollars depuis le début de la guerre. Si ce pays atteignait ou approchait l'engagement de 0,25% du produit intérieur brut de la Lituanie, l'Ukraine en tirerait d'immenses avantages. C'est pareil dans de nombreux autres pays en Europe et ailleurs. Même si certains des plus petits pays pouvaient regarder la Lituanie et penser qu'ils pouvaient prendre un engagement similaire, tous ces fonds supplémentaires s'accumuleraient avec le temps. Il y a tellement de façons dont elle pourrait utiliser ce genre d'argent, que ce soit dans des investissements, à travers son industrie de défense en plein essor, l'acquisition de systèmes d'armes et de munitions supplémentaires auprès des alliés de l'OTAN, ou la fourniture d'une aide humanitaire aux innombrables citoyens ukrainiens qui ont été déplacés et ont vu leur vie bouleversée depuis le début du conflit. Il est impossible de dire combien de pays, s'il y en a, choisiront de s'inspirer des dernières annonces de la Lituanie. Mais ce pays balte fait clairement tout son possible, élevant le niveau et invitant les autres alliés à en faire autant. Il mérite de nombreux éloges pour sa générosité. Car il est exceptionnellement rare qu'un pays consacre autant de ses revenus à un allié en temps de guerre.
Il est encore plus rare qu'ils promettent de maintenir ce soutien dans les années à venir. Les dirigeants ukrainiens ont remercié Olicas et la Lituanie pour leur soutien, Zelensky l'ayant dit au président du Seimas. Merci pour votre soutien militaire, soit 0,25% de votre budget. Vous avez envoyé un signal à d'autres pays, qui ont commencé à chercher comment renforcer l'Ukraine en allouant une part de leur produit intérieur brut et de leur budget de défense. C'est important. Nous vous remercions également de pouvoir compter sur votre soutien l'année prochaine. Le ministre de la Défense, Shmyhal, a repris les propos de Zelensky et espère que d'autres pays feront de même. La Lituanie, alliée proche de l'Ukraine, fut la première à allouer 0,25% de son produit intérieur brut à l'aide militaire. Nous invitons nos partenaires à faire de même. Le président du Parlement ukrainien, Stefan Tchouk, a remercié la Lituanie et a chaleureusement accueilli Josas Olicas, président du Seimas, lors de sa première visite en Ukraine. Il a remercié la Lituanie pour son soutien continu à l'Ukraine sur les plans militaires, humanitaires, énergétiques et pour la reconstruction. La Lituanie est l'un des premiers pays au monde en termes d'aide au produit intérieur brut, et sa contribution au renforcement des capacités de défense de l'Ukraine a déjà dépassé 18 milliards d'euros. Maintenant, en s'adressant aux journalistes venus d'Ukraine, forme. Le président Olicas a aussi appelé la communauté internationale à agir plus fermement rapidement. Il a souligné que la Russie ne montre aucune volonté de finir la guerre, et qu'une nouvelle tentative de diplomatie ou de négociation pacifique avec Poutine pourrait en réalité n'être qu'une perte de temps. Notre expérience, comme celle de la Lituanie, montre que le régime russe, surtout Poutine, ne comprend que la force. Toutes ces tentatives diplomatiques, sans cesser le feu, sans arrêt de l'agression, n'ont jamais apporté une paix définitive ou durable. Plusieurs dirigeants, y compris les plus récents, ont tenté de relancer les pourparlers de paix. Cela prouve que la Russie ne montre aucun signe d'arrêter la guerre, mais cherche seulement à prolonger l'agression, tuer des civils et détruire les infrastructures. La principale leçon pour la communauté internationale est d'être unis, de montrer notre force et d'appliquer des sanctions. Seule cette méthode permet d'obtenir des résultats durables. Olicas a également partagé des détails sur d'autres moyens par lesquels la Lituanie travaille à soutenir l'Ukraine. Il a parlé par exemple de l'idée de partenariat plus coopératif entre les entreprises de défense ukrainiennes, en particulier les fabricants de drones, et d'autres organisations militaires à travers l'Europe, comme moyen à la fois d'apporter des investissements à l'industrie de défense ukrainienne, tout en rendant le continent plus résilient face à d'éventuelles attaques de drones et à l'avenir. Olicas a également mentionné l'utilisation du terminal de gaz naturel liquéfié, de la Lituanie pour fournir du gaz à l'Ukraine, contrer les récentes tentatives russes de détruire les infrastructures énergétiques du pays. Et ce n'était pas la seule grande nouvelle à émerger de Lituanie ces derniers jours. Le 24 octobre, la Lituanie teste des mitrailleuses lourdes et des missiles solaires suédois contre des drones rapides, à quelques kilomètres de la frontière biélorusse. Les forces armées lituaniennes ont diffusé des vidéos de leurs unités d'artillerie de défense aérienne, s'entraînant avec des mitrailleuses lourdes et des missiles Saab RBS 70 nouvelle génération, abattant plusieurs drones cibles avec une précision remarquable. L'exercice a montré l'efficacité économique des tourelles de mitrailleuses contre les drones. Cela a aussi prouvé que le système de défense aérienne, Saab RBS 70 nouvelle génération, peut être un atout majeur pour protéger des zones clés, comme les villes ou les frontières à risque, contre les essaims de drones russes ou biélorusses. Amélioré par rapport au RBS 70. Le RBS 70, nouvelle génération, offre des technologies avancées, comme un brouilleur thermique intégré, une visée à suivi automatique et une compatibilité totale avec le déploiement sur véhicule et le contrôle à distance. Il utilise également un guidage par faisceau laser pour atteindre ses cibles, ce qui le rend moins vulnérable aux brouilleurs ennemis ou à d'autres systèmes de guerre électroniques, et il peut même être utilisé comme système de défense aérienne portable par l'homme. Les missiles anti-aériens portatifs à détection et autodirecteurs comptent parmi les armes anti-drones les plus polyvalentes, bien qu'imparfaites. Chaque système serait assez coûteux, et il en va de même pour les missiles qu'il lance. Mais à une époque où les nations européennes doivent être prêtes à tout et réagir rapidement à d'éventuelles incursions de drones. Un système comme celui-ci est un ajout bienvenu à l'arsenal du continent. En testant ses armes près de la Biélorussie, alliée de la Russie, la Lituanie adresse un nouveau message clair à ses ennemis.
Elle informe le Kremlin que ses forces sont prêtes et capables de défendre leur territoire. De plus, les législateurs lituaniens ont récemment adopté une loi autorisant l'armée à abattre les drones hostiles dans leur espace aérien. Vilnius fait tout ce qui est en son pouvoir pour se préparer à la guerre. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi, ni de saisir l'empressement de la Lituanie à soutenir Kiev aussi fermement et généreusement que possible. En tant que l'un des 3 États baltes, avec l'Estonie et la Lettonie. Ce pays est considéré par beaucoup comme l'une des prochaines cibles prioritaires de la Russie après l'Ukraine. Une invasion possible est envisagée depuis des années. La Lituanie ayant 296 km de frontière avec Kaliningrad et près de 679 km avec la Biélorussie, une invasion pourrait facilement survenir. Le Kremlin pourrait facilement détourner une partie de ses forces des lignes de front ukrainiennes, ou envoyer un pourcentage de ses réservistes récemment mobilisés en Biélorussie ou à Kaliningrad, avant de lancer une attaque contre le territoire lituanien. La Russie et la Biélorussie ont également multiplié récemment les provocations envers la Lituanie, semblant tester le pays ainsi que l'alliance de l'OTAN pour voir comment ils réagissent aux violations de l'espace aérien. Le 23 octobre, la Lituanie a convoqué un diplomate russe pour expliquer pourquoi 2 appareils russes, un Sukhoi Su-30 et un Ilyushin 78, avaient été vus entrant dans son espace aérien depuis Kaliningrad. Vilnius a exigé une explication immédiate de la part de la Russie pour cette violation et a exhorté le Kremlin à prendre, je cite, « toutes les mesures nécessaires pour empêcher que de tels incidents ne se reproduisent à l'avenir ». Le 29 octobre, les dirigeants lituaniens ont décidé de fermer la frontière avec la Biélorussie, au moins jusqu'au 30 novembre. Cette interdiction est intervenue à la suite de plusieurs incidents aériens, au cours desquels des ballons météorologiques biélorusses, transportant des marchandises de contrebande, ont franchi la frontière et pénétré dans l'espace aérien lituanien. Cela a provoqué de fréquentes fermetures de l'aéroport de Vilnius et suscité des craintes d'un complot visant à déstabiliser la nation. Le gouvernement lituanien a directement accusé la Biélorussie et la Russie d'une escalade délibérée de la guerre hybride. Les autorités de Vilnius ont aussi déclaré qu'elles abattront tout nouveau ballon pénétrant leur espace aérien. Ils envoient un message à leurs ennemis pour montrer qu'ils ne plaisantent pas et agiront. Alors que le Kremlin viole à plusieurs reprises leur espace aérien et tente de semer la peur et la panique parmi leur population. Dans l'ensemble, la Lituanie continue de s'affirmer comme un phare de soutien pour l'Ukraine et un symbole d'espoir pour une Union européenne plus forte, plus intelligente et plus unie. Elle n'a peut-être pas le budget ni la puissance militaire des grandes nations de l'Union européenne. Mais elle fait tout de même tout ce qu'elle peut pour la cause, défendant ce qui est juste et protégeant la paix et la justice, tant en Europe que dans le monde entier. Elle joue pleinement son rôle et lance un défi, invitant les autres nations à en faire autant. Regardez cette vidéo pour un nouvel exemple inspirant d'une nation européenne soutenant fortement l'Ukraine. La France a récemment annoncé une nouvelle aide militaire à Kiev, incluant missiles intercepteurs et avions de chasse. Ou, pour un aperçu plus détaillé des derniers événements sur les lignes de front, regardez cette vidéo qui explique comment. Les troupes russes ont percé et pénétré dans Donetsk, Podkros. Mais elles sont maintenant traquées et éliminées par les courageux défenseurs ukrainiens. Et enfin, assurez-vous de vous abonner également à notre chaîne d'information militaire de confiance pour plus de reportages approfondis et de vidéos instructives. Analyse des développements majeurs de la guerre Russie-Ukraine au fil de leur apparition.